3, 2, 1. Here we go! Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle conférence de l'édition Cyclo Vichy 2022, consacrée ce matin à l'innovation, une session qui consistera en une conférence scindée en deux parties pour votre information, avec pour chaque séquence un moment d'échange et à l'issue de ces séquences, un moment d'échange avec vous qui êtes présents parmi nous pour vous adresser directement à nos invités et à nos présentateurs qui vont se succéder sur cette estrade. Et pour commencer, j'invite à me rejoindre Hervé Gaborio, qui est directeur général de Dream Haut et Milieu, qui sera accompagné de trois premiers intervenants. Stéphane Dalloz, merci Monsieur Gaborio de bien vouloir venir prendre place. Stéphane Dalloz, qui est responsable d'exploitation de Axo. Dominique Clément, président de Nogema Technologies, merci de bien vouloir nous rejoindre, messieurs. Et puis Monsieur Alain Cruzaleb, qui est directeur de Perax Technologies. Voilà pour les trois premiers intervenants de cette session. Je vous invite à prendre place sans protocole. N'hésitez pas à vous répartir sur la scène. Et nous allons vous entendre successivement pour ces différentes présentations. Après une introduction générale, si je puis dire, avec la présentation de France Water Team, de ses grandes missions, des enjeux en général et des champs d'innovation. Présentation qui nous est faite par Monsieur Hervé Gaborio, donc directeur général de Dream Haut et Milieu. Sachant que France Water Team, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette structure, est un réseau national d'acteurs économiques, un véritable écosystème favorable à l'innovation en réponse aux enjeux de la filière eau. Je vous laisse nous en dire plus quant à France Water Team, Monsieur Gaborio, mais aussi quant à Dream Haut et Milieu que vous dirigez. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous en ce moment matinal. Donc effectivement, vous présentez ce qu'est l'écosystème d'innovation France Water Team. Ah oui, pardon. La petite zappette. Voilà. Alors France Water Team, en quelques mots, et ses trois membres fondateurs, donc Aquavalley, Hydreos et Dream. Alors, on parle de la notion de pôle de compétitivité. Alors, c'est quoi un pôle de compétitivité? Je dirais que ce sont des territoires. Donc, en l'occurrence, Aquavalley en Occitanie et région Sud, Hydreos en région Grand Est, et le pôle Dream Haut et Milieu, majoritairement localisé en région Centre-Val de Loire. C'est un sujet, un enjeu. On parle de pôle national de compétitivité de la filière de l'eau. Donc, on est sur les enjeux de l'eau. Et puis, c'est une mission. Alors, elles sont décrites un peu à droite. Un mot-clé, on va l'évoquer aujourd'hui avec cet atelier, c'est l'innovation. L'innovation, facteur de développement, de différenciation positive, de croissance des entreprises. C'est aussi donc un écosystème qui est à la croisée du monde de l'entreprise, du monde de la recherche et du monde de la formation. Pour vous donner un ordre de grandeur, France Water Team, c'est près de 500 adhérents, dont on va dire 70% d'entreprises, majoritairement des TPE et des PME. Donc c'est important aussi d'être en accompagnement de la croissance et du développement des entreprises. Voilà les quelques mots que je peux vous dire sur ce qu'est un pôle de compétitivité. Donc, France Water Team, c'est un modèle original de pôle de compétitivité. 54 pôles de compétitivité en France. Donc, France Water Team est l'un de ces 54 pôles, avec une structure originale, donc une structure de fédération. Donc, je vous ai mentionné ces quatre membres fondateurs, Hydreos en Grand Est, Dream, je vous dis, au centre de la France, et Aquavalley sur la partie sud. Donc, l'idée, c'est d'avoir un modèle fédéral qui nous permette d'avoir une proximité des territoires. On y reviendra après. Les enjeux de l'eau, ça a été très bien dit par M. Burlot hier, ce sont des enjeux de territoire. Les solutions sont sur les territoires. Donc on a souhaité maintenir ce fonctionnement avec un ancrage territorial fort et une proximité des adhérents. Mais ça nous permet, en étant fédération, et donc c'est la fédération France Water Team qui est le pôle de compétitivité, de parler d'une seule voix et de porter une parole au niveau national, européen ou international. Donc France Water Team va être par exemple l'interlocuteur lorsque l'on est en lien avec le comité stratégique de filière dans le domaine de l'eau. C'est France Water Team, j'y reviendrai, qui est présent dans des réseaux européens. Voilà. Donc 3 clusters, je voulais mentionner, 4 régions,
un affreux jargon des membres affiliés. Les membres affiliés, ce sont les adhérents que vous allez voir aujourd'hui ou ceux qui exposent sur le salon. Donc ce sont les adhérents, entreprises, centres de recherche, centres de formation. Ordre de grandeur, en 5 ans de phase 4, c'est près de 240 projets, majoritairement collaboratifs, donc associant des acteurs académiques et des acteurs de l'entreprise, qui ont été labellisés et financés. Je vous ai parlé d'actions aussi à l'international, et là on parle d'une seule voix avec la bannière France Water Team, 30 partenariats stratégiques internationaux, et 5 services génériques qui sont présentés sur la diapositive suivante. Alors les services, c'est l'innovation, c'est un mot-clé, l'innovation notamment à travers les projets innovants. La croissance, c'est typiquement ce qui a été fait avec l'accélérateur BPI pour les entreprises qui sont en mode, qui ont problème de levée de fonds, des problèmes de montée en compétences. L'animation et le réseau, Cyclo fait partie de ces exercices qui sont vraiment importants de faire vivre le réseau. L'Europe, je vais en revenir après, c'est un point important. Il y a une faiblesse française récurrente d'accès au financement européen. Les entreprises françaises et les PME en particulier ont peut-être plus de difficultés à accéder à des financements européens. C'est un de nos objectifs, une de nos missions. Et l'international, qui était la bannière historique de France Water Team. Alors, je n'ai pas décliné tous les services, mais ça me paraissait intéressant de dire 2 mots des actions européennes, puisque c'est typiquement là où il y a une valeur ajoutée à parler d'une seule voix. Donc je vous dis, c'est aider les adhérents à mobiliser des financements européens. J'aime bien les exemples concrets, on n'est pas si loin que ça de Bourges. Il y a 2 adhérents, Chemdoc et les sirops Monin à Bourges, qui ont pu lever des financements européens à travers un projet live. C'est possible, ça marche. Être impliqué aussi dans des projets, donc France Water Team est directement présent dans des projets, ce qu'on appelle du cascade funding, qui ont un bénéfice pour notre écosystème d'adhérents, et c'est aussi un travail de fond. L'Europe, ça paye quand on travaille dans la durée. Ce sont des réseaux comme la Water GPI ou la Water for All, c'est du jargon, mais il faut être présent, et on y est pour le compte de nos adhérents. Donc je mentionne juste un petit coup de pub de 2 secondes. Il y a un club Europe pour l'ensemble des adhérents du système France Water Team, où on peut partager ses préoccupations. Alors, on va parler aujourd'hui, on a Cyclo. Ça me paraissait intéressant de partager avec vous, avant de voir les présentations de nos adhérents, notre vision des enjeux de l'eau. Tous, on a vécu, ça a été évoqué largement hier par Martin Guton, Thierry Burlot, les élus du territoire. Les enjeux de l'eau deviennent une évidence. Donc il y a cette question d'accroître l'adaptabilité et la résilience aux défis de l'eau de l'ensemble des acteurs, que ce soit donc les acteurs socio-économiques et des territoires. Alors après, ça a été décliné hier, les grands enjeux, des enjeux de quantité, apprendre à économiser, les questions de sobriété qui deviennent vraiment une question importante d'agenda, les enjeux de qualité, qui étaient un sujet très présent à travers la directive cadre sur l'eau, qui reste toujours très présent. Vous avez entendu parler des micropolluants, des microplastiques, des PFAS qui s'avèrent des énormes enjeux. Il faut continuer de travailler sur ces problématiques de qualité, indépendamment du fait qu'on va économiser, qu'on va être plus précautionneux dans notre impact sur l'environnement. Il va falloir apprendre à partager, et ce n'est pas la question la plus simple. Donc ça induit des enjeux de gouvernance, des enjeux de gestion multi-usage. C'est les problèmes que développent, par exemple, avec les études HMUC, un certain nombre par exemple, les PTGE qui sont proposés par les agences de l'eau. Et puis, sujet important, et on aura des exemples aussi intéressants aujourd'hui, les questions de recyclage et d'économie circulaire de l'eau. Voilà. Alors, je vais conclure, pour essayer de rester dans les temps. Nous allons, avec notre écosystème, avec les adhérents qu'on a le plaisir de mobiliser dans le cadre de l'écosystème France Water Team, on va être à la hauteur des défis de l'eau. Quelques réflexions que je vous livre avant de faire les présentations. Il va falloir impliquer l'ensemble des acteurs. Un écosystème comme un pôle de compétitivité, c'est déjà l'entreprise, la recherche, la formation, mais aussi les collectivités et le citoyen, qui est un élément important dans cette gestion des défis de l'eau. C'est aussi de l'innovation, et on aura des superbes exemples aujourd'hui. Je vous invite vraiment à aller voir nos adhérents qui présentent leurs innovations. Juste insister sur le point que l'innovation, elle est d'accord technologique, elle peut être servicielle, mais elle est également dans de nouveaux modèles de développement. Je crois qu'Alain Cruzalep parlera aujourd'hui, par exemple, des systèmes de type RSE ou économie de la fonctionnalité de la coopération. L'innovation, elle est également dans les modèles de développement. Ne l'oublions pas. Il est important, l'eau était devenue, j'allais dire, au fil de l'eau, un enjeu très transversal. Donc, je vous expliquais dans les gros programmes nationaux européens, il n'y a pas de programme sur l'eau, mais ne vous préoccupez pas, monsieur, il est présent partout en transversal. En étant partout, il était un peu nulle part. Nous, on appelle de nos voeux qu'il y ait des programmes spécifiques à la hauteur des enjeux de l'eau. Et c'est pour ça que je mentionne une initiative qui est intéressante, ce qu'on appelle le PEPR, donc c'est un nouveau jargon, Programme équipement prioritaire de recherche, dans le cadre des investissements d'avenir. C'est 50 millions d'euros sur 10 ans et ça va mobiliser toute la communauté académique française autour des enjeux de l'eau. Le PEPR, One Water, au bien commun. Il faut des programmes spécifiques. N'oublions pas la question des compétences, de la formation, qui est aussi un point important, un verrou important pour le développement de beaucoup d'acteurs économiques. Il faut aussi former
apprendre autour des enjeux de l'eau. Et puis, je me permets également de revenir 2 secondes aujourd'hui sur cet atelier. Nous espérons, nous, les pôles et les clusters, être pleinement utiles à notre écosystème d'adhérents dans ces évolutions. Je vous remercie. Merci à vous, Hervé Gaborio, pour cette présentation introductive et la présentation de ce réseau avec ses différents clusters. Je vais vous proposer de passer le flambeau, ou plutôt la télécommande en l'occurrence, à monsieur Stéphane Dallos, qui est responsable d'exploitation Axo. Axo, qui est un des leaders français en termes de recherche curative ou préventive de fuite sur les réseaux d'eau potable. Et Axo accompagne les collectivités, les propriétaires de réseaux et propose un ensemble de services contre la perte d'eau, et ceci depuis une vingtaine d'années, monsieur Dallos, sauf erreur. Alors voilà, je vous laisse nous en dire un peu plus sur ce sujet évidemment particulièrement d'actualité, sujet crucial s'il en est. Tout à fait, d'actualité. Je vous remercie pour la présentation d'Axo. Et en effet, nous sommes l'interlocuteur privilégié des collectivités et des gestionnaires de réseaux d'eau potable partout en France et même à l'international. Je vais cliquer, ça sera mieux. Et donc, on a fait beaucoup des slides. Donc Axo, c'est une société qui a été créée en 2004 et depuis 2004, nous sommes développés sur l'ensemble du territoire français avec plusieurs filiales et également, comme j'ai dit, à l'international. Donc notre PDG, c'est Cyril Munzer. J'essaie d'aller un peu plus vite pour prendre le temps, rattraper le temps perdu. Notre mission et notre positionnement, on se positionne partout où il y a des problématiques d'eau, notamment sur le réseau d'eau potable. On veut apporter, comme on l'a dit tout à l'heure, du service donc dans nos interventions, et on va se placer partout où il y a de l'expertise, apporter une valeur ajoutée pour les collectivités et les gestionnaires d'eau. Donc pour qui? Pour vous, propriétaires de réseaux d'eau potable, gestionnaires d'eau, distributeurs d'eau, bureaux d'études et TPE. Pourquoi? Pour réduire les pertes en eau, améliorer les connaissances patrimoniales, contrôler, diagnostiquer les réseaux. Voilà. Et tout ça, comment? Avec des prestations. Donc nous sommes spécialisés dans la recherche de fuites systématiques, mais aussi curatives, si jamais il y a une urgence sur vos réseaux, pour diagnostiquer les réseaux enterrés et les feeders, faire de la métrologie, enrichir vos SIG, contrôler les organes et les canalisations. Donc tout ça avec la sectorisation nocturne, de l'audit de performance, réception de réseaux neufs aussi pour les travaux publics. Et on forme l'ensemble de nos collègues au sein d'Axo Campus. On en est une école de formation interne avec à peu près une quinzaine de modules de formation pour que chaque collaborateur soit le plus performant possible pour la recherche de fuite. Voilà. Donc là-dessus, on va proposer 2 innovations dans nos services, 2 outils qui vont venir compléter notre boîte à outils. La première, ça va être la localisation de fuite sur les feeders, canalisation de transport. Et la seconde, c'est la prélocalisation de fuite, et j'insiste sur le terme prélocalisation, de fuite par la solution satellitaire. Donc on va voir la première. Donc toutes nos excuses, normalement il y avait une belle vidéo du minute 43, mais celle-ci n'est pas passée. Donc la solution Nautilus System by Axo, donc en fait c'est une petite sphère remplie de capteurs qu'on va venir insérer dans votre canalisation de transport. Donc là il y a une belle vidéo, la boule se transporte tout le long de la canalisation. Et concrètement, on peut trouver ça sur votre stand? on peut venir nous voir, on vous montrera la vidéo. D'accord. Tout à fait. Voilà, pas de souci. Donc elle est transportée par le flux de l'eau et elle va trouver tout ce qui est anomalie. Donc anomalie, ça peut être une fuite. Donc vous allez avoir un beau bruit qui fait pssst. Ouais, je fais bien la fuite. Hein. Et ou une poche d'air. Une poche d'air qui va faire un autre bruit qui va faire... Voilà. Il n'y a pas de vidéo, je suis obligé de faire le son. Hein. Voilà. Et dessus, sur la canalisation, on va venir placer plusieurs capteurs, notamment pour voir que la sphère est bien passée et on va la récupérer. Tout ça avec une canalisation en fonctionnement. Voilà. Bien sûr, nos équipes, donc là on voit un beau technicien sur notre slide, vont venir confirmer le positionnement de la fuite sur le terrain.
On reste toujours avec la méthode AXO de recherche de fuite, de localisation de fuite sur le terrain. Donc ça, c'est notre première innovation. La seconde, ça va être la prélocalisation de fuite par méthode satellite. Donc là, hop, on va tourner la note. Comme je l'ai dit, en fait, ça permet la prélocalisation de fuite par satellite. Ça permet d'avoir une prélocalisation sur plusieurs milliers de kilomètres à la fois, d'accord, et une amélioration rapide du rendement. Pourquoi ? Parce que on va traiter justement des millions de kilomètres d'un coup, des milliers de kilomètres d'un coup, pardon, et on va pouvoir intervenir sur des points d'intérêt. Le technicien, ça va être assez ciblé et pour intervenir sur ce qu'on appelle nous des POI, donc points d'intérêt. Voilà. Donc derrière, il y a toujours la méthodologie AXO, hein, c'est de la prélocalisation. Comme actuellement, vous posez des prélocs un peu partout sur vos réseaux. Là, non, c'est l'image satellite qui va nous dire le point d'intérêt, il est dans telle rue. Il faut vous attarder sur telle rue. Et là, après, sur cette rue-là, le technicien AXO va venir localiser votre fuite. Donc ça, c'est une solution maîtrisée de A à Z par AXO. Donc ça part du coup de la prélocalisation, on fait la localisation et après vous retrouvez toutes les informations sur notre site AXO Connect d'archives et de rendu de fiches fuite et de rapports. Hop. Voilà. Nous sommes ancrés localement, voilà, avec 12 techniciens dans l'agence. J'en vois 2 dans la salle, merci de votre présence. On a une solution, voilà. La méthode AXO, c'est 12 techniciens localement avec AXO Connect, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, notre plateforme en ligne, avec une méthode de levée de doute, les qualités du livrable, des prestations exhaustives et non destructives. Et voilà, nous travaillons pour l'ensemble des gestionnaires d'eau bien connus, et notamment des régies aussi publiques dans la région. Donc la région, pour nous, elle est assez grande, hein, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, pour ma part, donc notamment Hauts-de-Valence, Romans-Glo, Pays Rochois et Hauts-de-Grenoble-Alpes. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Dalloz. On vous propose quelques applaudissements aussi pour vous remercier d'avoir bien voulu préparer cette présentation qui va être suivie immédiatement par celle de Monsieur Clément, Dominique Clément, qui est président de Nogema Technologies, qui va nous présenter ses solutions également, notamment solutions de relève de compteurs et de sécurité des personnes isolées. Je ne vous en dis pas plus. Merci d'avance, Monsieur Clément, pour votre présentation également en quelques minutes, qui nous permettront de comprendre l'essentiel en tout cas. Je vous remercie. Tout d'abord, moi c'est Pierre Clément, Société Nogema. C'est un Monsieur Clément quand même, mais je ne suis pas le président. Donc Nogema, on est une société spécialisée dans les solutions de mobilité. On est basé à Nancy et on propose des solutions notamment de protection de travailleurs et des personnes isolées, mais aussi des solutions de relève de compteurs. Donc de relève manuelle, radio-relève ou télé-relève, tout dépend un petit peu des besoins qu'on peut retrouver chez les clients qui sont des régies, des collectivités, des syndicats, des exploitants de réseaux d'eau, tout simplement. Donc, au niveau des solutions proposées, on a une solution donc, qui peut être installée sur des appareils mobiles Android qui permettent de faire de la relève mobile au niveau donc, des compteurs, de la relève manuelle bien sûr, mais aussi de la radio-relève. Hein. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la relève avec une solution de mobilité, donc un déplacement sur le terrain et récupérer automatiquement les index des compteurs depuis un smartphone ou depuis une tablette. Donc l'avantage de notre solution, c'est qu'on est compatible avec tous les fabricants de compteurs du marché. Donc, ce qui est intéressant par rapport aussi notamment au regroupement de services des eaux, parce qu'un peut être équipé de compteurs Itron par exemple, l'autre peut être équipé de compteurs d'e-metering, Zener, Camstrup, Madalena, etc. Et l'avantage de notre solution, c'est qu'elle permet de relever tous les protocoles de manière simultanée et dynamique. Elle est compatible avec des smartphones, des terminaux, des tablettes Android, hein, qu'on connaît tous naturellement de par le fait qu'Android occupe 85% du marché de la mobilité. Donc la solution est assez ergonomique et intuitive. On gère la rotation de l'écran, bon, ce qui est toujours bien si on veut travailler en portrait ou en paysage. On a aussi des synchronisations des données à distance. Donc on peut charger, décharger des tournées de relève directement depuis le terrain, donc ce qui est assez pratique de ne pas forcément retourner au bureau pour faire une récupération de données ou renvoyer les données liées à la relève ou éventuellement liées aux interventions de remplacement de compteurs ou de modules communicants.
On a aussi des solutions GPS qui permettent de faire donc, du géoréférencement de compteurs avec un guidage GPS en mode piéton ou en mode cartographie, connecté ou pas, ça dépend un petit peu de ce que les caractéristiques du projet imposent. Au niveau de la radio-relève, on peut faire de la radio-relève automatique des compteurs, c'est-à-dire faire du drive-by. On va appeler ça du drive-by, c'est de la relève en véhicule. En général, on met une antenne de toit et puis ça nous permet de relever au fur et à mesure du passage donc du releveur. On peut faire aussi de la relève optimisée par GPS. Bon, ça c'est pour des protocoles, on va dire, plutôt bidirectionnels, c'est-à-dire des compteurs qui vont devoir être réveillés pour pouvoir répondre à l'appareil de relève. On a une gestion aussi des alarmes en temps réel, c'est-à-dire que les compteurs communicants ont la capacité d'enregistrer des anomalies, ça peut être une fuite, ça peut être une fraude, ça peut être une batterie faible, et on va enregistrer toutes ces données dans la fiche compteur et après le renvoyer au niveau du système de gestion. Et on a aussi une prise de photo dans la fiche abonnée, donc ça c'est pas mal pour voir l'emplacement, pour voir éventuellement une anomalie, enfin un petit peu ce qu'on veut au niveau de l'environnement du compteur. Au niveau de la relève, on a aussi la possibilité de fournir des solutions qui permettent de faire, on va dire, de la télérelève mobile. C'est une relève automatique passive. C'est-à-dire que c'est un boîtier qu'on va mettre dans un véhicule et qui permettra donc de relever les compteurs au fur et à mesure du passage du véhicule. Donc en général, on fait ça avec donc des camions en benne à ordures ménagères qui permet d'avoir un passage vraiment un petit peu partout sur le secteur, ce qui est assez intéressant au niveau de cette technologie. L'avantage de cette technologie, c'est qu'on n'est pas sur de la télérelève fixe avec un réseau public ou privé. On est vraiment sur une solution mobile, donc ce qui présente des avantages assez intéressants en termes de coût de déploiement et une qualité de service vraiment améliorée par rapport à ce qu'on peut avoir en relève de terrain avec des appareils Android, qui fera par exemple une ou deux relèves par an pour des appareils Android, pour des releveurs, alors qu'un système automatique dans un camion à ordures ménagères, on peut faire en général au minimum une relève par semaine. Et on est compatible aussi avec des solutions de télérelève. Donc la télérelève sur réseau public ou privé en LoRa, en Sigfox ou en NB-IoT ou même en GSM. Donc le LoRa a quand même une nette tendance en France par rapport, donc, hop, je vais revenir en arrière. Le LoRa a quand même une nette tendance en France par rapport donc, à ce protocole parce que tous les fabricants de compteurs se sont positionnés dessus. Et donc ça permet d'accéder à un index au niveau du compteur d'eau, un index par jour. Donc ce qui est plutôt intéressant. Hop, je vais revenir encore une fois. Ce qui est plutôt intéressant pour donc récupérer donc un index par jour et avoir une qualité de service qui est vraiment nettement améliorée par rapport aux différents systèmes de relève qu'on a pu voir au préalable. On est compatible également avec les technologies Sigfox, NB-IoT et GSM. Voilà. Je vous remercie et je vais laisser donc la place au prochain. Monsieur Alain Cruzaleb, on vous applaudit également. Merci beaucoup, Monsieur Clément, pour cette présentation. Il y avait visiblement une diapo qui était programmée automatiquement pour passer au suivant. C'était c'était bien fait pour respecter le temps de parole. En tout cas, merci d'avoir bien voulu vous prêter à cet exercice d'une présentation aussi concise. Ce que va nous proposer également donc Monsieur Alain Cruzaleb, qui est directeur de Perax Technologies, qui va nous parler de solutions industrielles de télégestion et en particulier de télégestion éco-responsable. Vous allez nous expliquer tout ça, Monsieur Cruzaleb. Oui, bonjour à tous. Alors, je ne vais pas vous parler uniquement de télégestion. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est une innovation qui n'est pas une innovation technologique, mais une innovation économique, servicielle et technologique. Elle est basée autour de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. C'est un mot un peu compliqué. Je vais vous l'expliquer. Je pourrais en parler des heures, mais on va essayer d'être concis. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la ressource est limitée et où le modèle économique actuel, il est basé sur la croissance. Et pour autant, donc pour vendre, il faut vendre toujours plus, fabriquer plus et être peu sobre pour l'environnement. Donc un groupe de chercheurs s'est penché pour dire est-ce qu'on peut développer de nouveaux modèles économiques qui sont viables, qui économiquement vont avoir de la croissance économique, mais qui vont être plus vertueux, plus sobres pour l'environnement. Voilà, donc on fait partie d'un groupe de recherche à ce sujet. Et je vais vous présenter comment, par
la coopération, on peut arriver sur des modèles de plus en plus vertueux et qui favorisent le développement économique malgré tout. Voilà, donc Perax Technologies, à la base, nous sommes spécialistes dans la relève de données, la surveillance et l'automatisation de tous les ouvrages autonomes industriels, et notamment sur le petit cycle de l'eau, donc l'eau potable et l'assainissement. Voilà, nous ne fournissons pas que des produits, on va voir un petit peu sur notre exemple, mais tout un ensemble de services. L'idée étant de dire, pour être sobre, il convient d'étudier le vrai besoin de l'utilisateur final, de connaître tout son écosystème et de venir compléter les manques ou répondre à ses justes besoins et pas faire du suréquipement, pas vendre n'importe quoi à n'importe quel prix et aller sur des solutions durables et évolutives. Je vais vous présenter aussi Dralam Technologies, puisqu'on est sur un modèle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On coopère avec d'autres entreprises et vous allez vite voir qu'est-ce qui nous regroupe. Donc Dralam Technologies est une société sœur qui conçoit et développe des produits innovants, notamment autour de l'IoT, des plateformes IoT et des télécommunications, donc qui pourraient être pressentis concurrents à notre activité, mais qui en fait sont très complémentaires à notre activité. Je vais vous présenter aussi Sapoval. Sapoval, c'est une entreprise qui réalise des systèmes de désaponification. Son objectif, c'est d'améliorer l'efficacité, l'efficience de tout ce qui est station de traitement des eaux usées. Voilà. Leur principe, c'est de dire, au lieu de créer des déchets dans les stations d'épuration, de récupérer toute la partie savon et pour en faire un coproduit, donc quelque chose de valorisable, soit pour les industries, soit pour de la méthanisation par exemple. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais je pourrais vous mettre en contact avec cette personne. Voilà. Donc l'idée, ce que je vais vous présenter, c'est un projet commun. En fait, en étudiant l'écosystème, Sapoval avait une problématique, c'était de dire, bon, soit on met en place des systèmes d'optimisation de l'utilisation des stations d'épuration, mais on a beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de services qui n'est pas valorisé. Et pour la même, on pourrait travailler avec l'utilisateur final pour avoir ses besoins et bénéficier de tout l'écosystème qu'il a mis en place, c'est-à-dire les équipements technologiques, les capteurs, pour avoir un service optimisé. On s'est retrouvés ensemble, donc avec là, en l'occurrence sur le projet que je vous ai présenté, c'est des abattoirs qui doivent rejeter l'eau dans la nature ou dans le réseau, hein, tout dépend des types d'eau, et avec une certaine qualité d'eau. Voilà, donc on a mis en place ensemble un projet coopératif où on n'est plus dans une relation client-fournisseur, mais chacun exprime ses besoins. On essaie de penser fonctionnalité et de dire pour cette fonctionnalité, quel est le coût acceptable, puisqu'en fait, pour un abattoir, le traitement de l'eau, c'est un coût. Ce n'est pas valorisable. Donc leur idée, c'est de dire, je dois répondre à la législation, mais de façon la moins chère possible. Donc il y a un équilibre à trouver entre ce qu'on va lui mettre en place pour répondre à la législation et le coût et les solutions technologiques qu'on va déployer. Voilà, donc difficile d'aller dans le détail de la technologie, mais c'est ce principe-là que je voulais vous présenter aujourd'hui particulièrement. Merci beaucoup, Monsieur Kruzaleb. On vous applaudit également. Vous avez insisté sur l'aspect collaboratif, Monsieur Kruzaleb, l'aspect collaboratif avec les différentes parties prenantes, avec les partenaires. En quoi ça a un effet booster, en quelque sorte, que vous avez constaté, et ça relève de quel, comment dirais-je, si c'est le cas, quelle en est l'explication et en quoi vous en retirez des bénéfices finalement? En fait, l'aspect coopératif est bénéfique sur plusieurs axes. Un, ça permet de réinventer la poudre, hein, c'est-à-dire que voilà, si on peut travailler avec des partenaires qui ont des briques sur lesquelles ils sont spécialistes, plutôt que d'essayer de le refaire nous-mêmes,
ben, on va de suite travailler avec la bonne personne. Ça, c'est sur l'aspect technologique. 2, sur l'aspect connaissance de l'écosystème. Ben, on profite de nos connaissances de l'écosystème, de nos relations commerciales pour se mettre voilà, en plan d'action commun auprès de clients et avoir une meilleure efficacité. Et ensuite, économiquement, un acte commercial partagé entre plusieurs entreprises est forcément plus économique. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Monsieur Gaborio, ça m'inspire une question. D'ailleurs, est-ce que ça fait partie de vos missions aussi que de mettre en relation des adhérents, enfin je ne sais plus comment vous les appelez, vous êtes dans votre jargon, France Water Team, mais est-ce que vous avez cette vocation aussi à mettre en relation des opérateurs, des acteurs qui ont des choses à faire ensemble ? Oui, complètement. Ça fait partie de l'ADN des pôles et des clusters. C'est-à-dire c'est ainsi un écosystème d'innovation, je disais, qui est à la croisée du monde de l'entreprise, de la recherche et de la formation. Donc il faut créer des lieux, des moments pour que les gens se rencontrent. Donc Cyclo fait partie de ce type d'opportunités. C'est aussi à travers des journées techniques, à travers des groupes de travail. Et puis c'est aussi du travail de proximité. Ça nous arrive fréquemment d'avoir un adhérent qui vient nous voir, qui nous parle d'un projet. On dit, écoute, tiens, il y a un tel à Valloire, il y a un exemple intéressant qui me parle d'Europe. Voilà. Aussi, je crois beaucoup moi, dans l'exemple, la vertu de l'exemple. Ben, un adhérent qui vous sollicite aussi, vous avez aussi pour vocation de le mettre en relation avec tel ou tel organisme de recherche, par exemple, qui pourrait l'intéresser ou qui pourrait répondre à sa demande. Tout à fait. Vous servez d'intermédiaire. C'est vraiment le cœur de notre business. Ouais, très bien. Ouais, c'est pour bien comprendre aussi toute la philosophie, tout l'ADN de votre réseau. Je précise que, comme je vous l'avais annoncé en introduction, je proposerai aux participants présents dans la salle de vous poser aussi quelques questions dans la séquence qui suivra la seconde session de présentation, mais j'en avais encore une ou deux éventuellement à votre intention. Monsieur Dalloz, j'ai conscience que compte tenu du temps qu'on vous a proposé, vous n'avez pas eu le temps de tout dire. Donc il nous reste peut-être une minute ou deux pour préciser un petit peu, notamment quant à vos solutions Nautilus et comment dirais-je, vos solutions de recherche de fuite. Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir, enfin quels en sont les avantages concurrentiels, si je puis dire, pour parler concrètement. Concernant la solution satellitaire, elle va être à peu près 3 fois plus rapide qu'une solution normale de prélocalisation de fuite. Donc on gagne du temps. Et le temps dans nos métiers, c'est de l'argent. Donc c'est du temps qu'on gagne sur le personnel vraiment qu'on va mobiliser pour la recherche de fuite. C'est du temps qu'on gagne dans l'eau qu'on n'a pas traitée, qu'on n'a pas perdue. Donc tout ça, c'est du temps et c'est de l'argent pour l'exploitant de réseau. Donc ça, pour la solution satellitaire, c'est ça. Pour la solution Nautilus System, habituellement, voilà, sur des canaux de transport, c'est un peu difficile de localiser des fuites. On ne sait pas trop comment faire. Donc soit par des essais de pression, on va devoir couper l'eau. Là, on installe notre appareil dans la canalisation et on va pouvoir la remettre en service. Donc la laisser en service le temps de l'inspection. C'est vraiment ça l'avantage particulier de cette technologie. Très bien. Merci pour cette précision. Puis juste une toute dernière question avant de passer à la session suivante. Une question peut-être pour Monsieur Clément. Alors, je vous rassure, je ne suis pas un client potentiel pour vous. Enfin, je vous rassure, c'est une façon de parler. Mais je précise ce postulat. Par contre, ça m'a paru effectivement très pertinent, le système que vous avez montré de relève sur véhicule. Et je me demandais à qui vous vous adressez ou à qui vous proposez ce genre de choses. Est-ce que c'est aux collectivités directement? Est-ce que ce sont à des régies, à des délégataires de services publics? Comment vous avez déjà comment dirais-je, cette technologie est déjà opérationnelle, enfin, elle est déjà utilisée? Oui, tout à fait. Cette technologie est déjà opérationnelle et utilisée par des exploitants de réseaux d'eau qui peuvent être des régies, des collectivités, des syndicats, des métropoles. Ça s'adresse vraiment à tous les exploitants de réseaux d'eau qui ont des compteurs d'eau, bien sûr, compatibles avec ce type de solution. Parce que tous les compteurs d'eau, tous les modules communicants ne sont pas forcément compatibles avec ce type de solution. Mais une grande partie l'est. Et lorsque c'est le cas, on peut proposer des solutions de télérelève ou de radio-relève automatique avec cette technologie. Alors, je ne sais pas si c'était volontaire ou à dessein, mais dans votre image, vous aviez utilisé l'image d'un camion de collecte de déchets, j'imagine. Oui. C'est ça qui m'a paru super pertinent, parce que s'il y a bien un véhicule qui va parcourir la totalité d'une voirie, c'est bien celui-là. Tout à fait. En général, c'est ce type de véhicule qui est utilisé pour ce type de relève, parce qu'il passe vraiment partout. Oui, c'est ça. C'est effectivement l'avantage de cette technologie et
de la mise en place dans un véhicule de récupération d'ordures ménagères. Eh ben, merci beaucoup pour cette précision. Merci à vous. Je vous propose de rester avec nous, évidemment, pour répondre à d'autres questions dans la session après la session qui suivra. Je vous propose de regagner la salle pour l'instant, le temps pour moi d'appeler les intervenants qui vont vous succéder, à savoir Monsieur Yann Michelet, qui est responsable développement projet chez Dosatron, Madame Sandra Lagozère, qui est associée de recherche et développeuse commerciale pour Microbia Environnement, et Madame Enora Delanoë, qui est responsable marketing de Pure Control. Voilà, merci pour votre présence, mesdames et messieurs. Voilà, ça équilibre un petit peu la parité depuis tout à l'heure, du coup, sur cette deuxième session. Je vais vous passer la parole, par contre, Monsieur Michelet, pour commencer. Donc, vous êtes responsable développement projet de Dosatron. Vous avez une petite présentation, un petit pitch à nous proposer aussi, en tant que fabricant de pompes doseuses proportionnelles sans électricité. Je vous laisse nous en dire plus et éventuellement faire le focus sur telle ou telle technique qui nous intéressera particulièrement. Allô ? Bon, bonjour à tout le monde, tout d'abord. Voilà, je vais vous présenter la pompe Dosatron. C'est une pompe doseuse qui fonctionne grâce à la force motrice de l'eau, donc sans électricité, et qui est proportionnelle. En fait, quand je dis proportionnelle, c'est que si le débit varie, le débit de fonctionnement de la pompe, le débit varie, le dosage restera constant en fait. La technologie de la pompe a été inventée dans les années 73 par deux frères, un qui était véto et l'autre ingénieur. Et en fait, le véto voulait un appareil en fait qui lui procure une médication qui restait stable dans le temps et en fonction des fluctuations de débit, parce que le bétail en fait boit plus ou moins dans la journée, il y a des débits qui fluctuent, et donc il voulait avoir quelque chose de proportionnel. Donc le frère ingénieur a réfléchi et en quelques temps, il a sorti ce système de pompe et qui reste le même, qui s'est amélioré au cours du temps, mais qui reste le même aujourd'hui. Où maintenant on l'a en différentes lignes pour l'élevage, l'industrie, l'agriculture et maintenant le traitement de l'eau. Tac. Alors ça, c'est la ligne, ce qu'on appelle la ligne waterline. C'est pour le traitement de l'eau. Alors, je ne sais pas comment vous le voyez, de gauche à droite. Le premier, c'est, pour ceux qui voient le D25 waterline, c'est plutôt pour le traitement des boues de stations d'épuration. C'est pour doser du polymère, notamment. Après, on a le reste de la gamme avec un D3, D8, D20 et en toute fin le D30 là qu'on a sorti il n'y a pas très longtemps. D3, D8, D20, en fait, c'est le débit moteur maximum des pompes. Dans le D3, vous pouvez passer 3 mètres cubes maximum, le D8, 8 mètres cubes maximum, et ainsi de suite. Les dosages, on va aller de 0,003% à 2% pour la waterline. Sur les autres lignes, on monte beaucoup plus haut, notamment pour ceux qui en ont en industrie ou en agriculture qui peuvent monter jusqu'à des dosages de 20%. Quand je donne les pourcentages là, c'est le pourcentage de produits injectés dans l'eau par rapport au débit qui passe. Par rapport, si vous avez un mètre cube, vous aurez, suivant votre réglage, 2% de produits par rapport à ce mètre cube là. Quoi vous dites ? Alors, je vous montre quelques exemples parce que c'est peut-être plus parlant. Sur la gauche, là, vous avez ce qu'on appelle nous le PU1, le D25 là, pour du polymère, sur du géotube, qui est très à la mode en ce moment pour les petites stations, on va dire entre 150 et 5000 équivalents habitants, avec la pompe doseuse dans le coffret. Et à droite, c'est deux chlorations de source. On fait beaucoup de chloration de source, étant donné qu'on n'a pas besoin d'électricité, on est souvent placé dans le rural, dans des endroits où il y a très peu d'électricité, voire pas du tout. Et nos pompes permettent de fonctionner à partir de 0,4 bar. Donc à 0,4 bar de pression. Et pour les petits modèles, avec 10 litres/heure, on fonctionne. Le moteur déclenche et peut commencer à doser, à faire de la chloration. Et bien sûr, on travaille aussi beaucoup avec les ONG en Afrique, Amérique du Sud, dans des endroits, bien sûr, ou même Guyane, dans des endroits où il n'y a pas d'électricité. Et
Et on a simplement besoin d'un peu de pression pour fonctionner, pouvoir faire de l'eau potable en fait, et permettre aux gens d'avoir de l'eau un peu de meilleure qualité que ce qu'ils peuvent avoir jusque-là. Voilà, alors j'ai pas vu combien de temps j'ai pris, mais pour moi c'est très bien, vous êtes bon. parfaitement dans les temps et puis ça nous permet de bien comprendre les différentes applications en tout cas. Merci pour cette présentation, on vous applaudit également. Merci à vous. Merci Monsieur Michelet. Donc je passe la parole sans transition à Sandra Lagozère, qui est donc associée de recherche et développeuse commerciale de Microbia Environnement, une entreprise qui développe des biocapteurs génétiques pour détecter de façon sensible, ultra sensible et rapide les cyanobactéries, un sujet qu'on a évoqué hier avec le réchauffement climatique notamment, et les microalgues toxinogènes dans l'eau et dans l'environnement. Voilà. Donc je vous laisse nous en dire un petit peu plus. Ça, c'était juste pour mon pitch personnel. Hein. Bonjour, merci beaucoup. Bon, vous avez presque tout dit. Mais oui, je représente donc Microbia Environnement, qui est une petite entreprise implantée dans les Pyrénées-Orientales. Donc je suis une des rares sudistes ici, sur ce territoire. Et Microbia Environnement a développé une technologie innovante, qui sont donc des biocapteurs génétiques pour détecter donc, ces micro-organismes, cyanobactéries et microalgues, de façon sensible, comme vous l'avez dit, mais surtout pour anticiper leur prolifération. Pourquoi ? Parce que ces micro-organismes, vous le savez sûrement, peuvent étouffer le milieu lorsqu'ils prolifèrent et surtout produire des toxines très très puissantes et dangereuses. Donc Microbia Environnement, ces outils moléculaires, c'est à peu près une dizaine d'années de recherche académique par notre présidente, Madame Delphine Guilbault, qui est sur la photo, la 3e en partant de la gauche. C'est vraiment l'inventrice de la technologie. Et au bout d'un moment, dans sa carrière scientifique, elle s'est dit, j'ai développé des outils super performants, mais je veux que ça soit utile pour la société. Donc elle a créé Microbia Environnement, qui a été une start-up incubée par l'université Pierre et Marie Curie sur le site de Bagnoul-sur-Mer, d'où notre implantation dans les Pyrénées-Orientales, en 2013. Cette plateforme de l'Observatoire nous a permis de développer complètement l'outil en quelque chose de commercialisable, une technologie commercialisable. Sa première mise sur le marché a été en 2017, en local, pour les conchiliculteurs de la lagune de Leucate, qui, vous le savez, produisent des huîtres. Donc on leur a fourni un outil d'anticipation des proliférations pour pouvoir bouger leurs coquillages avant qu'il y ait des problèmes de toxicité. En 2019, on est allé vers le monde de l'eau douce, puisque ces biocapteurs étaient parfaitement adaptables à d'autres micro-organismes, notamment les cyanobactéries, que vous connaissez un petit peu, j'imagine. Et là, on a pu conquérir le marché de l'eau potable et des eaux récréatives. Et depuis l'année dernière, Microbia Environnement vole de ses propres ailes. C'est une PME indépendante, hébergée sur un pôle entrepreneurial à Argelès-sur-Mer, avec son propre laboratoire, ses propres bureaux. Et ce laboratoire nous a permis de mettre notre technologie en boîte, si j'ose dire. Vous voyez sur cette image, sur la 4e image, un kit de réactifs. On a mis ces biocapteurs sous la forme d'un kit de réactifs pour transférer notre expertise à d'autres laboratoires et donc conquérir d'autres marchés sur le territoire français, mais aussi à l'international. Donc cyanobactéries, microalgues, si ça ne vous parle pas, c'est des micro-organismes, ok, qui sont photosynthétiques, donc on les regroupe souvent sous le terme de phytoplancton. Il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas un problème en soi. Ils sont présents dans l'écosystème de façon tout à fait normale, en équilibre, ils font partie du microbiote aquatique, ils sont même essentiels. Ils sont à la base du réseau trophique. Sans eux, l'écosystème ne fonctionnerait pas. Ils sont problématiques lorsqu'ils prolifèrent. En français, on parle d'efflorescence, en anglais de bloom. Peut-être vous connaissez ces termes. Et ces blooms, ils sont dus à quoi ? Encore une fois, au réchauffement climatique, réchauffement des eaux, stratification des eaux, mais pas que. Ça ne suffit pas à expliquer ces proliférations récurrentes et terribles. Le principal facteur qui favorise ces blooms, c'est vraiment les rejets urbains, les rejets agricoles qui apportent des nutriments, qui va leur faire prendre le dessus sur le reste de l'écosystème. C'est des opportunistes, il suffit qu'il y ait des phosphates qui arrivent, ils vont bloomer. Et ces blooms, c'est un signe que l'écosystème donc est malade, qu'on l'a perturbé. Ils vont étouffer le milieu, et cerise sur le gâteau, ces organismes produisent des toxines très très puissantes dans certains cas. On connaît peut-être des histoires d'irritation, de mal au ventre, ok, là c'est pas encore trop grave. Mais il y a des cas d'effets fulgurants, notamment sur des chiens, des animaux domestiques, même des éléphants au Botswana qui sont morts d'intoxication par des cyanobactéries parce qu'il y a des toxines
neurotoxiques, hépatotoxiques, dont on connaît encore très mal les effets. Le lien de cause à effet est très dur à établir. Il faudra peut-être des années, un peu comme avec l'amiante, pour comprendre peut-être des cancers de gens qui ont été exposés de façon chronique à des proliférations microbiennes comme celle-ci. C'est sans parler des poissons, comme on le voit sur une Sans parler des de vos poissons, photos, des ouais. morts Voilà, massives de poissons. Enfin, il y a plein de conséquences. Donc au niveau de la biodiversité, comme je l'ai écrit sur la diapo, un problème de santé publique avec les toxines. Et vous imaginez bien tous les impacts économiques et sociétaux que cela va engendrer en eau douce sur l'eau potable, sur les sites récréatifs, les promenades, les pêcheurs, en eau de mer, sur la contamination des produits de la mer, coquillages, poissons d'aquaculture, et également les aspects récréatifs que l'on connaît. Alors, quoi faire pour lutter contre ces proliférations? Bien sûr, idéalement, il faudrait contrôler nos rejets au niveau des stations d'épuration, des rejets agricoles. Là, c'est un problème de territoire, comme vous le mentionnez au tout début. Comment faire peser à des agriculteurs, par exemple, en amont d'un site de baignade, un problème de contamination, de toxicité? C'est très lourd. Pourquoi c'est eux qui devraient payer pour ça? Par contre, on peut jouer peut-être sur les rejets, les stations d'épuration, moderniser les réseaux. Enfin, il y a tout un travail à faire et il y a bien sûr des gens qui luttent. On peut aussi traiter de façon palliative ces blooms. Quand un lac est vert fluo, que c'est complètement étouffé, on peut utiliser des ultrasons, des algicides. Mais ça ne résout pas le problème à la base, c'est vraiment du palliatif. Et ça coûte cher, et envoyer un algicide dans un lac ou une rivière, vous imaginez bien que ce n'est pas idéal. Ça peut avoir des conséquences aussi difficiles à contrôler. Voilà. Ensuite, l'espoir, c'est d'essayer de restaurer ces écosystèmes malades, parce que je vous l'ai dit, c'est un signe, ils sont malades, on a fait quelque chose de mal. Donc on peut essayer de reboiser pour éviter que le lessivage des sols apporte des nutriments en excès. On peut essayer d'ensemencer avec des bactéries de façon contrôlée pour rétablir le microbiote de l'écosystème. Enfin, il y a plein de choses à faire et il y a des biotechnologies qui se développent dans ce sens. Mais en attendant, il faut pouvoir surveiller, protéger les populations, anticiper le phénomène. Alors, il y a des programmes de par le monde depuis 15-20 ans qui se sont développés, en Amérique du Nord notamment parce qu'ils sont, comme d'habitude, en avance sur nous. Les citoyens sont demandeurs d'analyse, il y a des programmes vraiment bien établis, avec tout un panel d'outils. Ça va du macroscopique, des satellites, des outils de terrain pour mesurer la chlorophylle A en temps réel, la microscopie qui reste le gold standard, la méthode de référence pour suivre des micro-organismes. Donc ça, c'est pour dénombrer, compter. OK, on a dépassé un seuil de cellules dans l'eau, il faut faire quelque chose. Et après, on a tous les outils de chimie analytique qui vont nous permettre de détecter les toxines dans l'eau. Là, c'est de la chimie lourde, de la spectro, des HPLC, etc. Ça demande du temps, de l'argent. Entre les deux, quoi faire? C'est là que j'arrive avec mes biocapteurs génétiques. Les biocapteurs génétiques, voilà la plateforme qu'on a réalisée à ce jour chez Microbia. Quand on identifie une cyanobactérie, une microalgue problématique, on sait qu'elle va bloomer de façon récurrente et saisonnière, mais on n'est pas capable de le prévoir. Nous, on a recherché une empreinte génétique chez cet organisme. De là, on a conçu des sondes moléculaires, de l'ADN tout simplement, qui permet de reconnaître l'ARN ribosomique de cette cyanobactérie. Alors peut-être ça fait peur à certains, c'est quoi l'ARN ribosomique? C'est tout simplement une molécule qui est un marqueur d'activité, qui va se multiplier quand une cellule va commencer à grossir et à entrer en phase de division. Je vous rappelle, on est avec des bactéries, ça se divise de façon exponentielle. Si je peux détecter de façon très tôt que je vais avoir de l'activité, de la division, alors j'anticipe la prolifération et donc je peux évaluer un risque toxique. Je ne peux pas dire à mon client, je vous ai mesuré 10 nanogrammes d'ARN par litre d'eau, il ne va rien comprendre. Donc nous, on a traduit ça en une échelle de risque, comme une alerte météo, vigilance, alerte météo, avec un code couleur. Et le test, il est très facile à faire en laboratoire, ça prend moins de 3 heures, un test colorimétrique sur une microplaque. Donc il faut aller au laboratoire, c'est encore la limite, mais c'est déjà pas mal. Ça nous permet de passer beaucoup d'échantillons en même temps, en moins de 3 heures. Donc, appliqué à un suivi haute fréquence, on est capable comme ça d'anticiper avec quelques jours un pic de prolifération, parce que c'est des choses très très dynamiques. Et au lieu de continuer à parler pour rien, je vous donnais juste pour finir un petit exemple concret dont on est très très fier. C'est la métropole de Montpellier qui a mis en place un suivi par biocapteur depuis 2019. Mandaté par Veolia, ils ont fait appel à nous
pour analyser le risque. Parce qu'en 2019, il y a eu des morts massives de poissons, comme on a vu sur l'image, des chiens intoxiqués, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont morts, et cerise sur le gâteau, une petite fille de 20 mois qui a été malade à l'hôpital. Et là, ils se sont dit, il faut faire quelque chose, et la métropole de Montpellier est exemplaire pour ses actions de protection de l'environnement et de la ressource en eau. Et ça fait donc maintenant 4 ans que pendant l'été, on suit sur le Lez, donc la rivière principale de Montpellier, 5 sites quasiment en temps réel, donc il y a 2 prélèvements par semaine. Le lendemain, on donne à J0 ou J+1, on donne notre résultat. Et ainsi, donc on a notre système d'alerte bleu, vert, jaune, rouge. Quand on est jaune ou rouge, ils entrent dans une phase de vigilance. On analyse s'il y a des toxines dans l'eau. On émet des bulletins d'alerte. Et quand on passe dans le rouge, ben, la métropole fait un arrêté municipal. Enfin, les différentes communes de la métropole émettent des arrêtés municipaux qui sont levés très vite, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très dynamique. Comme on a une analyse tous les 2-3 jours, ils peuvent aussi lever ces arrêtés très rapidement. Donc, mis bout à bout, ça nous donne des graphes comme ici, où on voit cet été donc un site qui est vraiment au milieu de la ville de Montpellier. Il y a eu 2 pics. Le premier était fin juin, début juillet. Ça leur a fait un peu peur parce qu'il y avait des manifestations sportives qui étaient organisées sur la rivière. Ah oui. Mais bon, ils se sont adaptés, ils ont attendu, les kayakistes ont fermé leur stand, les gens ont fait attention. Et c'est dans cet exemple, ce qui est formidable, c'est comment la population a finalement accepté, parce qu'on l'a éduqué, parce qu'on lui a expliqué le phénomène de prolifération microbienne. Au lieu de faire peur à la population, ben, ce système plaît à tout le monde. Les parents de petits-enfants sont contents de savoir qu'il ne faut pas aller toucher l'eau. Les propriétaires de chiens apprécient de savoir en temps réel ce qui se passe dans la rivière. J'arrête. Bon, vous imaginez toutes les conséquences. Voilà. Donc ce cas du Lez, c'est vraiment hors réglementation parce qu'il n'y a pas de site de baignade sur cette rivière. Donc c'était pour sécuriser l'accès à la rivière, mais on est impliqué dans des programmes de surveillance de sites de baignade, là coordonnés avec l'ARS. On travaille avec des régies des eaux, des Suez, des Veolia, etc. pour le contrôle de l'eau potable. Pour eux, la toxicité, c'est quelque chose, mais le pire, c'est vraiment, quand il y a un bloom, ça leur bouche les filtres, ça leur pourrit les installations. Donc c'est hyper important pour eux de pouvoir anticiper ces pics de prolifération et adapter les traitements. Eux, ils sauvent beaucoup d'argent grâce à notre outil. Les aquaculteurs, j'en ai un petit peu parlé, et bien sûr des programmes de recherche et développement où on va aller voir l'impact sur la biodiversité. Comme vous l'avez vu, comme ça signe qu'un écosystème est malade, ça nous permet de suivre l'effet d'un traitement, l'effet d'une pollution, ou au contraire l'effet d'une modernisation d'une station d'épuration, etc. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous remercie. Merci à vous, Madame Lagauzère, on vous applaudit, on vous remercie pour cette présentation. Sur laquelle nous pourrons revenir s'il y a d'éventuelles questions vous concernant. Alors pour terminer ce tour d'horizon, pour conclure en quelque sorte ce tour d'horizon de l'innovation qui nous a été proposé par France Water Team, par le réseau et notamment par Dreamo et Milieu, je vous propose d'entendre maintenant Enora Delanoë, donc responsable marketing de Pure Control, qui travaille sur la régulation industrielle intelligente pour la gestion de l'eau, l'industrie et la performance énergétique. Donc, vous allez nous parler, j'imagine, d'une de vos solutions, une solution qui exploite l'intelligence artificielle pour réduire les coûts opérationnels, l'empreinte carbone et optimiser des opérations dans le secteur de la gestion de l'eau et donc, comme je le disais, de l'industrie et de l'énergie renouvelable. Je vous laisse nous en dire un peu plus. Tout à fait. Alors d'abord, bonjour à tous. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va aussi surtout parler donc de l'apport de l'intelligence artificielle de manière un petit peu plus générale et du numérique pour la gestion de l'eau et la performance énergétique. On le sait, c'est un sujet qui est très important aujourd'hui, que ce soit donc, dans vos problématiques au quotidien et surtout qui sont actuelles. Donc pour reposer un petit peu le contexte, on a des installations qui sont toujours plus complexes. Vous allez comprendre un petit peu plus pourquoi tout à l'heure je vous parle de ces installations complexes. Mais concrètement, ça va concerner les automates, les capteurs, une plus grande interconnexion dans les réseaux d'eau notamment. L'autre point, c'est les contraintes environnementales qui sont renforcées. On le sait, il y a des directives gouvernementales qui nous demandent de nous engager aussi à réduire les émissions carbone, à réduire la performance énergétique. Donc tout ça, ce sont des points à prendre en compte aussi dans l'ensemble des processus de comment on optimise nos installations.
Et bien sûr, le dernier point, et pas des moindres, c'est une hausse des prix de l'énergie. On connaît le contexte géopolitique aujourd'hui. Et donc tous ces risques de rupture de service aussi, hein, qui font qu'on a une hausse des prix qui pèse aussi beaucoup sur le budget des collectivités et des gestionnaires des réseaux d'eau. Donc aujourd'hui, on a des solutions qui existent. Il y en a qui sont nouvelles, d'autres qui sont moins nouvelles, que ça aille de la gestion de la donnée à des outils d'aide à la prise de décision pour optimiser nos processus. Sauf que tout ça, en fait, ça va nous donner un apport de beaucoup de données. On va récupérer un nombre croissant d'informations sur le fonctionnement de nos installations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette donnée, elle est sous-exploitée. Parce qu'on a la difficulté à les corréler, à les contextualiser dans un environnement qui est complexe et qui est dynamique, que ce soit des données externes, parce qu'évidemment, on sait que, par exemple, la météo va influer sur nos processus dans nos installations. On va avoir l'évolution de la population qui va influer également. Et bien sûr, la hausse des prix de l'énergie dont je parlais à l'instant, qui va influer aussi sur nos moyens d'optimisation. Donc tout ça, l'installation qu'on a sur le site, les données auxquelles on a accès, vont demander une grande flexibilité dans la programmation de nos automates pour pouvoir préparer nos processus, pour être en mesure d'optimiser correctement. Le souci, c'est que si on n'arrive pas à corréler les données de météo avec les données de fonctionnement de notre site, on ne va pas pouvoir optimiser ça correctement. Donc aujourd'hui, l'idéal, ce serait de pouvoir récupérer ces données-là, les analyser, de pouvoir optimiser, trouver des stratégies d'optimisation, et puis avec ça, pouvoir faire une évolution continue aussi, remettre en question sans arrêt l'optimisation de nos installations. Et ça, aujourd'hui, je ne connais pas un seul cerveau humain qui soit capable de faire ça en même temps et d'une manière en temps réel sur les installations. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'un outil qui nous permette de faire ça à notre place, ou en tout cas de nous aider à le faire, donc de corréler ces informations. Donc l'objectif, nous, chez Pure Control, c'est qu'on va pouvoir récupérer l'ensemble de ces données-là. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller connecter un serveur aux automates sur les installations. Donc ça va être des stations de traitement d'eau potable, des postes de relevage, ça va être des usines de production d'eau potable, etc. Donc on connecte notre serveur, on récupère la donnée, on l'analyse. Donc notre solution d'intelligence artificielle va analyser l'ensemble de fonctionnement de notre installation, et à la suite pouvoir les corréler avec l'ensemble des données externes qui viennent de sources publiques. Donc autant les coûts de l'énergie, je parlais encore, la météo qui est très importante, l'évolution de la population, et corréler ça avec l'état de marche de nos équipements, corréler ça avec les processus de traitement de nos eaux ou processus de manière générale sur nos stations. Donc, ce que ça va nous permettre aujourd'hui, ça va être une meilleure anticipation de l'évolution des paramètres qu'on a, qu'ils soient physico-chimiques, et aussi une meilleure adaptation à toutes les contraintes qu'on a. Donc on va forcément fixer des objectifs d'optimisation, mais il faut aussi respecter des contraintes, des normes environnementales, etc. Donc concrètement, nous, Pure Control, comment ça se passe? Donc je le disais, en première étape, on se connecte à l'automate. La suite, on collecte et on analyse les données. Et donc par la suite, on va pouvoir récupérer et proposer des stratégies de pilotage de la station. Et l'intérêt, c'est qu'on n'est pas seulement sur de l'analyse ou avoir un dashboard avec des graphiques qui nous montrent en fait les intérêts de là où on pourrait faire des optimisations. C'est qu'on va aussi renvoyer les commandes à l'automate qui va implémenter directement et en temps réel sur la station les optimisations qui sont proposées. Donc, pour être plus concrète, je vais prendre un exemple sur notamment les stations d'épuration, un comportement qu'on retrouve beaucoup. Ça va être, alors vous connaissez peut-être que tout le monde ne connaît pas, les normes de NH4, c'est une norme de conformité en rejet de stations d'épuration qu'il faut respecter. Souvent, dans les stations d'épuration, ce qu'on a tendance à voir, c'est des exploitants ou en tout cas des gestionnaires de sites, par peur d'avoir cette norme de conformité de NH4 qui n'est pas respectée, mettre les équipements énergétiques en sur-régime. Donc qu'ils tournent tout le temps à plein régime pour être presque dans de la surqualité, pour s'assurer que les normes environnementales ou en tout cas que les process soient toujours respectés en finalité.
Le souci avec ça, c'est que du coup, on va avoir une consommation énergétique qui explose. Donc non seulement on va avoir presque de la surqualité, et d'un autre côté, des coûts énergétiques qui vont exploser. Donc l'idée, c'est qu'avec Pure Control, on va être capable, en analysant l'ensemble de données de fonctionnement, en prenant en compte l'état de marche des équipements, si on a un équipement qui est un petit peu plus vieillissant, forcément, donc il va consommer plus d'énergie, on analyse tout ça, et puis on met en place un moyen donc, de faire en sorte d'avoir une aération dans les bassins en station d'épuration, qui est juste ce qu'il faut pour être toujours dans le respect des normes environnementales et donc consommer le moins possible. Donc forcément, ça a un impact derrière sur la facture énergétique aussi et sur ce qu'on consomme. L'autre point, ça va être des processus beaucoup plus adaptés. Comme je le disais, c'est qu'on a accès à les données, notamment les informations sur le coût de l'énergie. Donc on va savoir à quel moment, d'où vient l'énergie et combien elle va nous coûter. Et on va être capable, ça, de l'anticiper aussi. Donc finalement, la solution, elle va aller rechercher un moyen d'aller piloter les installations au moment où l'énergie coûte le moins cher, tout en respectant les objectifs qu'on s'est fixés, que ce soit au niveau de l'empreinte carbone, que ce soit au niveau du respect des normes environnementales, et évidemment la qualité de service à la fin de tout ça. Donc là, c'est pareil, on vient fiabiliser tout ça, on réduit nos coûts énergétiques, on réduit la consommation d'énergie, donc c'est pas des moindres. Et le dernier point, je vais parler un petit peu d'impact, d'intensité carbone de l'énergie, mais pas que. On le sait aujourd'hui, la source de l'énergie, elle a une intensité carbone qui est très variable. Donc on peut avoir l'intensité carbone de l'énergie, ça va être l'énergie qui vient du nucléaire, l'énergie qui vient du gaz, du charbon, ou de l'énergie renouvelable. Donc l'objectif, la Pure Control va aller faire en sorte de également décaler le pilotage des installations au moment où la source de l'énergie est la moins carbonée possible. Donc ça a aussi un impact sur le prix, parce que forcément les énergies renouvelables n'ont pas non plus le même prix que le nucléaire ou le charbon ou le gaz. Donc c'est intéressant là-dessus, mais on travaille aussi aujourd'hui avec un partenaire, Okawin, qui est producteur de trackers solaires. Ils installent beaucoup de trackers solaires aujourd'hui, notamment sur les stations d'épuration. Donc nous, notre intérêt, ça va être, on réutilise directement l'énergie qui est produite par les trackers solaires sur site. On décale le pilotage des installations pour faire en sorte de consommer au maximum l'énergie qui est produite sur site. Donc là, encore une fois, sur le niveau de l'énergie, on maximise l'autoconsommation, donc c'est très très intéressant sur ce point-là. Donc là, on parle vraiment de l'aspect processus. Donc on est sur quelque chose qui est assez intéressant, on utilise des données qui sont principalement extérieures en se basant sur la météo, en se basant sur le coût de l'énergie. Maintenant, on peut aussi regarder ce qui se passe à l'intérieur du site qui est piloté. Donc l'intérêt, c'est qu'avec l'ensemble de la solution d'intelligence artificielle, toutes les données qu'on va récupérer en interne, on va être en mesure de corréler toutes ces informations-là et d'avoir une décomposition des puissances. Donc c'est là que je parle de management de l'énergie, c'est qu'on va être en mesure, sans avoir besoin d'installer des sous-compteurs, on va être en mesure de décomposer, donc d'avoir des informations sur la puissance exacte en temps réel de chaque équipement. Donc en quoi ça va être intéressant aujourd'hui pour nous, c'est qu'on va pouvoir après être en mesure d'identifier quels sont les postes les plus consommateurs et donc forcément où est-ce qu'on devrait optimiser ou en tout cas prioriser l'optimisation énergétique. L'autre point évidemment c'est la détection d'anomalies. Alors là ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est qu'évidemment on sait qu'on va avoir des postes qui vont être d'un coup plus consommateurs qu'à d'autres moments et là notre solution d'intelligence artificielle, si vous voulez, elle va prédire le comportement que devraient avoir les installations. Et donc, si à un moment ou un autre, nos graphiques se rendent compte que il y a telle pompe qui ne consomme pas de la même manière, d'un coup, il y a une explosion de ses consommations d'énergie, il y a une alarme qui se déclenche, l'exploitant est alerté, il va sur place et il se rend compte qu'effectivement, il y a un problème et la pompe avait effectivement une surconsommation énergétique de par une défaillance technique. Donc c'est pareil, là, ça va nous permettre de faire de la maintenance prédictive avant que ça ait un impact sur l'ensemble du processus et donc forcément aussi réduire les coûts derrière. Donc finalement, pour conclure, l'idée c'est pas d'aller remplacer l'humain, c'est vraiment de combiner l'expertise métier aux solutions d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, Pure Control, on est
on est des professionnels de la donnée, on est des experts de la donnée. Donc on va aller travailler vraiment directement avec les experts de la gestion de l'eau pour optimiser au mieux leur station. Donc en tout cas pour que notre solution elle s'ajuste au mieux aux installations. Donc on va aller discuter avec eux de quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs contraintes, etc. On les met en place dans la solution d'intelligence artificielle et après tout roule. Et c'est vrai que sans cette expertise métier non plus, on n'aurait pas la même capacité d'optimisation parce que c'est important de garder l'humain aussi au sein de l'intelligence artificielle et du numérique dans la gestion de l'eau. Donc pour résumer, l'intelligence artificielle, c'est aussi moins de stress pour les exploitants parce qu'ils ont une meilleure visibilité sur leur station, ils ont une meilleure visibilité sur ce qui va se passer aussi en termes de pilotage dans le temps à venir. Ça va être une réduction des coûts, hein, forcément, sur les coûts énergétiques. Et puis, on va avoir une meilleure qualité de service, ou en tout cas, ça va être fiabilisé. Donc, on s'assure, on a moins de stress le week-end à recevoir une alerte et à se dire, bon, est-ce que ma station va toujours rouler ou pas? Et donc, forcément, en terminologie, hein, ça reste important, l'empreinte carbone qui va être réduite. Donc, aujourd'hui, avec Pure Control, en moyenne, on a entre moins 15 et moins 20% de coût de l'énergie. Ce qui n'est pas négligeable, et jusqu'à moins 30% de l'empreinte carbone. Merci beaucoup pour ces chiffres qui nous permettent effectivement de bien situer la valeur ajoutée que vous pouvez apporter. Merci Madame Delanoë pour cette présentation qu'on applaudit également. Et je vais proposer, s'ils sont encore parmi nous, à Monsieur Dalloz, Monsieur Clément et Monsieur Cruzalep de bien vouloir nous rejoindre si vous souhaitez les interroger, si vous avez des questions à leur poser. Merci de bien vouloir nous rejoindre. Monsieur Gaborio, vous restez près de nous, vous êtes dans la salle et s'il y avait des questions à l'attention de votre réseau, vous êtes disponible également pour y répondre. Alors je vous laisse vous installer, il y a de la place pour vous tous. Monsieur Dalloz, je vous laisse venir jusque-là. Vous partagerez le micro et je me tourne vers notre public pour savoir si vous avez des questions à l'intention de tel ou tel de nos intervenants. N'hésitez pas pour ce faire à lever la main. Il y a un micro qui est à votre disposition et qui vous sera transmis. Alors il n'y a aucune obligation évidemment à poser des questions à nos intervenants, mais ils sont à votre disposition au-delà du fait qu'ils sont présents également aussi sur leur stand collectif avec France Water Team, avec Dream au milieu. Moi j'avais une petite question qui m'est venue à l'esprit pendant votre présentation. Madame Delanoë, c'est que vous parlez économie d'énergie et j'ai pas pu m'empêcher de penser que l'intelligence artificielle, ça peut être aussi gourmand en énergie parce que c'est des serveurs, c'est de la bande passante et on a coutume d'annoncer aujourd'hui des consommations importantes. Alors est-ce que ça vient pas un petit peu décaler le problème quelque part ? Alors, je vais citer un de mes collègues, Gauthier Avril, qui est le fondateur de Pure Control sur cette information-là. Il adore faire des ordres de grandeur. Et il avait fait le calcul, c'est qu'aujourd'hui, un mois de collecte de données de Pure Control, ça correspond finalement à 15 minutes de votre série Netflix préférée. Donc déjà, ça pose un petit peu les bases. Après, on a aussi bien sûr fait l'exercice de calcul d'énergie entre la donnée qu'on récupère et ce qu'on fait économiser. Et clairement, on fait économiser beaucoup plus d'énergie par rapport à ce qu'on consomme. Le retour sur investissement, il est là, en termes d'énergie. Une autre question par rapport à vos pour qu'on situe un petit peu les domaines d'application. Vous appliquez au domaine de l'eau, à la gestion de l'eau, aux énergies renouvelables, vous nous l'avez dit. À l'industrie, quel type d'industriel, à quel type d'industriel vous vous adressez ? Alors aujourd'hui, ça peut être très large en fait. Finalement, à partir du moment où on a un automate sur une installation, on peut se brancher et on peut aider à faire cette optimisation-là et à piloter. Donc tout type d'industrie pour fonctionner. Alors aujourd'hui, on commence à travailler avec notamment des sites de galvanisation, l'agroalimentaire, exactement, de la production d'énergie renouvelable aussi sur des sites de méthanisation notamment. J'imagine que vous avez du potentiel avec le contexte que l'on connaît, en termes d'optimisation d'énergie notamment. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ? Merci Madame de bien vouloir vous présenter pour qu'on puisse vous situer si vous le voulez bien, puis nous dire à qui s'adresse votre question. Oui, bonjour. Peggy Vogt, donc de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, délégation alliée Loire-Amont. J'avais une petite question pour Madame Delanoë. Donc, est-ce qu'il était possible de nous préciser la différence entre l'intelligence artificielle et un superviseur ?
Alors, l'intelligence artificielle, en tout cas, du côté de Pure Control, la grosse différence, ça va être le pilotage. On renvoie directement des commandes à l'automate, donc on va aller prendre la main sur l'équipement qui a été demandé en pilotage. Donc, on va commander directement l'installation et l'adapter via l'ensemble des données qu'on aura analysées. Voilà, question précise, réponse précise et circonstanciée. Merci madame pour votre question. Y avait-il d'autres demandes du micro pour poser une question à nos intervenants? Si vous le permettez, je vais en profiter de ce temps pour poser d'autres questions à nos invités, notamment à madame Lagauzère, juste pour bien comprendre votre métier pour les plus profanes d'entre nous. Quand vous parlez de détection ultra sensible et puis qu'en même temps vous nous dites bon, les cyanobactéries elles sont présentes naturellement dans le milieu, ça veut dire quels sont les seuils? Il y a des références, et puis vous êtes capable de détecter donc dès que ça bouge en quelque sorte, dès qu'il y a une tête qui dépasse, c'est un peu ça finalement votre métier. Tout à fait. En fait, l'ultrasensibilité de l'outil, c'est l'analyte qui est ciblée. De cibler une molécule comme l'ARN ribosomique nous permet d'être hypersensible. Dès qu'une cellule va entrer en multiplication, comme voilà, vous l'avez dit. En croissance déjà. En croissance, ouais. Elle va se mettre à multiplier cet ARN ribosomique dans la cellule déjà. Ah oui, et après, quand les cellules se divisent de façon exponentielle, il y en a de plus en plus. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est ultra sensible. Les outils traditionnels que sont la microscopie ou la mesure de biomasse ne permettent pas cette finesse. On mesure en gros, j'ai envie de dire, un nombre de cellules. On ne voit pas venir la prolifération. Mais, ou alors il faudrait le faire tous les jours. Faire de la microscopie tous les jours, c'est impossible. C'est impossible, c'est trop lourd. Merci beaucoup pour cette précision. D'autres questions? Je me tourne toujours vers vous. On arrive à la fin de nos échanges, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à profiter de ce temps de parole. Je reviens encore vers vous, Madame Delanoë, pour une autre notion. Bon, c'est un petit peu... je dirais un peu convenu ce que je veux dire parce que c'est lié aussi à l'actualité, c'est la sécurité des données pour laquelle on peut s'interroger parce que ça fait beaucoup d'informations qui transitent, qui doivent circuler entre vos clients, vous-même, un certain nombre de dispositifs. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de risque aussi à prendre en compte dans votre métier ? Alors nous, on mesure complètement le risque autour de ça et en fait, notre solution est vraiment construite autour de la sécurité des données. D'accord. Parce qu'on se rend compte, donc, des risques qu'il y a derrière. On a l'ensemble des pare-feux qui sont installés, mais il y a surtout une sécurité qui est importante. À partir du moment où l'automate aura reçu des commandes qu'il ne connaît pas ou qui sont trop éloignées de ce qu'il connaît ou en tout cas de ce qu'il est en capacité de faire, il va se déconnecter automatiquement. Dans le cas d'une intrusion, si jamais quelqu'un veut changer des paramètres, en tout cas si ça arrive, eh ben la solution va se déconnecter automatiquement et on va retourner sur un pilotage de l'automate, donc comme c'était fait avant. Donc il n'y a pas de risque sur les processus en direct. Ok, très bien. Merci pour cette précision utile aussi pour la gouverne de ceux qui seraient intéressés par votre solution. Compte tenu du quelques minutes qui nous restent, je me tourne vers vous, messieurs, monsieur Dalloz, Clément et Cruzaleb, si vous souhaitez profiter de cet espace-temps pour ajouter quelque chose à vos présentations. Si vous avez quelque chose à préciser, n'hésitez pas, parce que je sais qu'on vous a contraint avec un temps réduit pour vos présentations, justement pour permettre d'aménager un temps d'échange avec le public présent. Si vous n'avez pas de précision à apporter, moi j'aurais une toute dernière question que je vais me permettre auprès de Madame Lagauzère. Vous avez parlé surtout de cibles cyanobactéries, microalgues toxinogènes. Est-ce que votre technologie peut s'appliquer à d'autres micro-organismes dans d'autres milieux, dans d'autres circonstances ? Tout à fait. Nous focalisons un peu sur les cyanobactéries et microalgues parce que c'est historique, ça vient de nos recherches antérieures, etc., et d'un besoin sur le territoire. Mais tout à fait, la plateforme est totalement applicable à d'autres micro-organismes. Aussi, on a cherché des cibles pour lesquelles il n'y avait pas de moyen de détection. Par exemple, on me demande souvent, est-ce que vous pouvez faire des biocapteurs pour des Escherichia coli ? Oui, on pourrait, mais il y a déjà des outils performants pour suivre des bactéries coliformes dans l'eau. Par contre, il y a des cibles comme les protozoaires pour lesquelles on n'a aucune méthode, et c'est une de nos perspectives de développer des biocapteurs pour des protozoaires qui posent des problèmes aussi pour la potabilité de l'eau, etc.
Les virus, ça se détecte aussi? Alors les virus, non, ça on peut pas. Il nous faudrait un laboratoire spécialisé, etc. D'accord. On n'est pas à ce niveau. Ok. Non, on va rester bactéries, protozoaires. Voilà, c'est votre mais c'est terrain déjà de pas jeu mal. principal. Et c'est déjà très large, j'imagine. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Merci à vous pour vos présentations. Et je vais proposer à nos invités de vous applaudir encore une fois pour le temps que vous avez bien voulu consacrer à ces présentations et à vos réponses. Merci beaucoup à toutes et tous pour cette séquence consacrée à l'innovation. Merci Monsieur Gaborio aussi d'avoir contribué à son organisation avec François Tortim et Dream Haut et Milieu. Et puis pour ma part, je vous invite à nous retrouver ici même à 11h30 pour une nouvelle conférence consacrée à l'accès à tous. À l'accès de l'eau pour tous, l'accès à l'eau pour tous ou l'accès de tous à l'eau. Voilà, peu importe la formulation, vous l'aurez compris. Et nous parlerons notamment coopération internationale aussi dans cette matinée et dans ces échanges. À très bientôt donc et bonne continuation, bonne journée à tous. N'hésitez pas à rejoindre nos invités sur leur stand pour en savoir plus sur leurs différentes solutions et celles qu'ils nous ont proposées ce matin. Bonne journée. 3, 2, 1.